God. Les films aliens nous passionnent et nous font sursauter depuis des années. Toutefois, les fans continuent de débattre sur certaines incohérences de la saga. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le premier Alien est l'un des plus grands films d'horreur jamais réalisés. C'est le parfait mélange d'horreur et de science-fiction avec un personnage incroyable et un monstre extraterrestre terrifiant. Difficile de trouver des films d'horreur de science-fiction aussi emblématiques que Alien, et son succès a laissé un héritage qui perdure depuis plus de 45 ans. Aujourd'hui encore, de nouveaux films, séries télévisées et jeux vidéo sont produits et continuent de séduire un public massif. Alien Romulus a rencontré un immense succès et Alien Earth est l'une des séries les plus attendues de l'été. La saga Alien possède de nombreux atouts qui la maintiennent pertinente des décennies après le film original. Cela dit, elle présente également de nombreuses incohérences qui donneront du fil à retordre aux fans s'ils y réfléchissent un peu trop. Il est important de garder à l'esprit qu'aucune histoire n'est parfaite. Souligner ses défauts ne revient donc pas à dire que la franchise est mauvaise. La plupart des franchises qui survivent des décennies finissent par être confrontées au même problème. Prometheus est un film extrêmement controversé parmi les fans d'Alien. Certains ont apprécié que Ridley Scott ait pu étendre l'univers d'Alien en approfondissant l'origine et la nature des xénomorphes. D'autres estiment que Prometheus s'est complètement écarté du scénario, a compliqué la franchise et n'a tout simplement pas beaucoup de sens. Ce film est peut-être l'un des plus controversés de toute la franchise, mais un problème persiste, la technologie est extrêmement avancée. De nombreux fans ont été offusqués par le fait que Prometheus soit un préquel d'Alien. La technologie présentée dans ce préquel est bien plus avancée que celle d'Alien. David est un des premiers synthétiques si réalistes que beaucoup le prennent pour un humain. Il est bien plus avancé que beaucoup d'autres synthétiques présentés dans les films suivants. Mais il n'est pas le seul point faible. Le PolyMedPod 720i, utilisé par la docteure Elizabeth Shaw, et bien d'autres technologies sont bien plus avancées que tout ce qui est montré dans Alien ou ses suites. De nombreux fans ont avancé des explications à cela, mais c'est néanmoins un point de discorde frustrant. On a presque l'impression que Prometheus, le film le plus récent, a oublié que l'action se déroulait avant Alien. Les reines xénomorphes sont beaucoup plus grandes et plus fortes que les xénomorphes classiques. Elles possèdent également une crête protectrice sur le dessus de la tête formant une couronne, un peu comme un tricératops, une paire de bras supplémentaires et un grand ovipositeur pour la ponte. Les films montrent des reines capables de pondre des œufs qui n'ont pas besoin d'être fécondées lorsqu'elles sont attachées à l'ovipositeur, mais elles sont plus ou moins immobiles et soutenues dans les airs au-dessus de l'ovipositeur. Ellen Ripley affronte une reine pour la première fois dans Aliens, la suite directe du premier film. Si les reines xénomorphes sont incroyablement cool et terrifiantes, les films n'expliquent jamais complètement leur fonctionnement ni leur création. Les xénomorphes, à bien des égards, sont comme des insectes très intelligents. Une reine xénomorphe fonctionne de manière similaire à une reine termite ou à une reine abeille. Cela dit, il est difficile d'identifier l'origine réelle des reines. Qu'est-ce qui fait qu'un œuf devient une reine xénomorphe plutôt qu'un xénomorphe normal? Certains projets non canons ont avancé des explications vagues, mais malheureusement, les principaux films ont plus ou moins laissé la question sans réponse. Ash est l'officier scientifique du Nostromo dans le tout premier Alien. Ash se présente comme un humain de l'équipage, mais Ripley se méfie rapidement de lui. Finalement, on découvre qu'Ash était en réalité un synthétique envoyé par la compagnie Weyland-Yutani pour ramener le xénomorphe à la compagnie. Il se fiche de tous les membres du Nostromo. Pour lui, ils sont tous sacrifiables tant que sa mission réussit. Ash finit par trahir l'équipage, allant même jusqu'à les mettre en danger pour récupérer un échantillon de xénomorphes. La violence d'Ash est ce qui a convaincu les humains et les fans de se méfier des synthétiques. Le fait est que les synthétiques ne sont pas censés nuire aux humains, car ils sont soumis aux lois de la robotique Asimov. Bishop, qui apparaît pour la première fois dans Aliens, confirme cette affirmation et attribue le comportement d'Ash à une légère nervosité des premiers modèles. De toute évidence, Ash a été programmé dans l'intérêt de l'entreprise et non de l'humanité. Or, cela va à l'encontre de tout ce qui a été établi sur le fonctionnement des synthétiques. Même David doit manipuler les gens pour obtenir leur consentement avant de leur faire quoi que ce soit, comme ce fut le cas avec Charlie Holloway. Prometheus introduit un liquide noir, une substance étrange et mystérieuse capable de créer la vie. D'après le film, cette substance serait au cœur de l'existence de nombreuses espèces, y compris les xénomorphes. La substance réagit en fonction de son contact, de sorte que son interaction avec un humain, par exemple, diffère de celle avec un ingénieur. Dans Prometheus, une interaction avec un humain aboutissait à la naissance d'un trilobite. La substance visqueuse noire est un peu imprévisible. Elle est probablement à l'origine de toutes les créatures étranges de Prometheus. Une chose est sûre,
Concernant ces créations, elles semblent toutes passer par 3 étapes. Imprégnation, incubation et croissance, les mêmes que celles du xénomorphe. Il est cependant difficile de comprendre comment la reproduction des ordonnées de la substance visqueuse noire aboutit finalement au système perfectionné des xénomorphes. La substance noire apparaît davantage comme un prétexte fourre-tout pour expliquer l'existence de divers monstres que comme une substance réellement logique. À la fin d'Aliens, Ripley bat la reine xénomorphe, brûle tous ses œufs et s'échappe à bord du Sulaco. La reine, désormais séparée de son ovipositeur, parvient à se faufiler à bord du Sulaco en se cachant dans le train d'atterrissage du vaisseau. Ripley affronte à nouveau la reine et parvient à la projeter dans l'espace. La suite des événements pose quelques problèmes, le premier étant que la reine pourrait encore dériver dans l'espace. On sait que les xénomorphes peuvent survivre dans l'espace, donc le fait que Ripley l'éjecte du vaisseau ne signifie pas nécessairement sa mort. L'autre problème plus flagrant est de savoir comment la reine a réussi à déposer un œuf sur le Sulaco. Ripley a détruit tous ses œufs avant de monter à bord du vaisseau. La reine n'avait plus d'ovipositeur, elle ne pouvait donc pas pondre d'œufs. Elle ne semblait pas non plus avoir un œuf avec elle. Pourtant, entre Aliens et Alien 3, un œuf éclos sur le Sulaco. Le facehugger de l'œuf parvient à se faufiler dans la capsule de sauvetage qui se sépare du vaisseau contenant Ripley, X, Bishop et Newt. Ripley est la seule survivante. Le facehugger se cache dans la capsule et finit par attaquer un chien, ce qui donne naissance à un xénomorphe canin. Plus tard, Ripley découvre qu'elle est infectée par un embryon de reine xénomorphe. Comme il n'y avait qu'un seul œuf à bord du Sulaco, les fans pensent que le facehugger a éclos et a infecté Ripley alors qu'elle était encore en cryosommeil avant d'infecter le chien par la suite. Et cela est d'ailleurs peu logique, car les facehuggers meurent rapidement après avoir déposé un embryon. Pourquoi le facehugger était-il encore en vie pour infecter le chien s'il avait déjà infecté Ripley? Rien dans le scénario d'Alien 3 n'a de sens. Les xénomorphes naissent lorsqu'un facehugger implante avec succès un embryon dans un hôte. L'embryon se développe à l'intérieur de l'hôte jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand pour en jaillir violemment, tuant l'hôte lors de la naissance du xénomorphe. Les facehuggers peuvent mettre jusqu'à 16 heures pour déposer l'embryon et à partir de là, la durée réelle de la gestation est incertaine. Dans le premier Alien, il fallait plusieurs heures au chestburster pour apparaître après qu'un facehugger ait infecté Kane. Dans Alien Romulus, il a fallu moins de 30 minutes au chestburster de Navarro pour la tuer. Dans la franchise Alien vs Predator, la propagation d'embryons xénomorphes parvient à anéantir une colonie entière et à la remplacer par un xénomorphe en une seule journée. Mais selon Aliens, le processus aurait vraisemblablement pris des semaines. Les choses se compliquent encore davantage lorsqu'on prend en compte Prometheus. Par exemple, l'alien Deacon est né adulte au lieu d'avoir besoin de temps pour grandir. Les projets aliens sont rapides et libres avec les périodes de gestation d'un film à l'autre. Donc les fans ne sont jamais vraiment sûrs de ce qu'ils vont obtenir. Prometheus consacre beaucoup de temps à la mise en place des ingénieurs, censés expliquer la présence du Space Jockey à bord du vaisseau extraterrestre abandonné sur LV-426 dans le premier Alien. Malheureusement, le Space Jockey devient encore plus confus après que la franchise a développé son sujet, car il était bien plus imposant que les ingénieurs représentés dans le préquel. Des passages du scénario de Prometheus, jamais intégrés au film final, suggéraient que les ingénieurs étaient les descendants d'une race plus grande, ce qui pourrait expliquer la présence du Space Jockey. Comme ces passages du scénario n'ont jamais été intégrés au canon, on ne peut que supposer que le Space Jockey est censé être un ingénieur. Mais comment cet ingénieur peut-il exister à bord du vaisseau abandonné si David a tué tous les ingénieurs? Plus important encore, si le Space Jockey et le vaisseau abandonné sont bien plus anciens que les expériences de David et sont donc partis avant que celui-ci n'ait pu anéantir les ingénieurs, pourquoi y a-t-il des œufs sur le vaisseau? La chronologie est pour le moins discutable. En fin de compte, impossible de voir un film Alien sans au moins un œuf contenant un facehugger. Sans un facehugger implantant un embryon xénomorphe dans un hôte, nous n'aurions pas de xénomorphe pour terroriser les acteurs principaux. Mais ces œufs apparaissent souvent sans raison. Souvent, ils existent même si la reine est absente. Les films suggèrent également que les œufs peuvent rester dormants pendant une période extrêmement longue en attendant l'apparition d'un hôte vivant et viable. Mais ils ne précisent jamais combien de temps un œuf peut rester viable. De nombreux fans ont signalé ces cas dans la franchise où un xénomorphe se transforme en une véritable colonie de xénomorphes sans explication valable. Ces cas sont généralement dus à des œufs qui apparaissent au hasard et surtout au bon moment. La plupart du temps, les spectateurs voient des œufs provenant d'une reine. Alors, en son absence, comment les œufs continuent-ils à apparaître? Si elle les a laissés derrière elle, que lui est-il arrivé? Si quelqu'un ou quelque chose a déplacé les œufs, comment les a-t-il déplacés sans que le facehugger ne les contamine? Le film Alien originel suit le Nostromo lors de son voyage de retour vers la Terre avec un équipage de 7 personnes. Durant le voyage, l'ordinateur du vaisseau, Mother, capte une transmission que l'équipage doit examiner conformément à la politique de l'entreprise. Cette transmission conduit l'équipage du Nostromo sur LV-426, une lune où le vaisseau du Space Jockey s'est écrasé. À bord du vaisseau extraterrestre abandonné, l'équipage du Nostromo trouve le Space Jockey et des milliers d'œufs de xénomorphes. Kane est attaqué par un facehugger et infecté, ce qui entraîne la naissance du xénomorphe du film original.
de vaisseau abandonné est mentionné dans Aliens car LV-426 devient Acheron, qui abrite désormais une colonie de terraformation. Carter Burke, représentant de Weyland-Yutani, a demandé aux colons d'enquêter sur le vaisseau abandonné dans l'espoir de récupérer les œufs de xénomorphes, ce qui a inévitablement conduit à l'infestation de xénomorphes. Après Aliens, le vaisseau abandonné n'est plus jamais mentionné. Les fans peuvent supposer qu'il a été détruit lors des événements d'Aliens, mais cela n'a jamais été confirmé. Sachant que le vaisseau abandonné est le principal indice que possèdent les personnages sur les xénomorphes et leur origine, on pourrait penser qu'il s'agirait d'un point de l'intrigue plus important à approfondir. La société Weyland-Yutani est décrite comme étant constamment à la poursuite des xénomorphes. Ash trahit l'équipage du Nostromo afin de s'emparer d'un échantillon de xénomorphes pour la société. Rook, un synthétique ressemblant à Ash, tente d'utiliser Rain et ses amis pour réaliser des avancées vitales pour la société. La société souhaite accéder aux xénomorphes car ils constituent l'espèce parfaite et la prochaine étape de l'évolution. Les xénomorphes sont puissants et peuvent survivre à pratiquement tout, ce qui explique naturellement la cupidité des entreprises. Ce qui est incompréhensible, c'est que la société ne semble jamais apprendre de ses erreurs. Weyland-Yutani a perdu tant de personnes et de biens dans sa traque des xénomorphes et à chaque fois les extraterrestres prouvent qu'il ne faut pas les contrarier. Un seul faux pas peut entraîner l'anéantissement d'une population humaine entière. Après la première fois, voire la deuxième fois, on pourrait penser que la société apprendrait de ses erreurs, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Mais heureusement, un peu plus tard ce mois, nous allons avoir la série Alien Earth. J'espère que la série va être bien. Quel est ton niveau de hype? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.